Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'essentiel. Le vote attendu sur la motion déposée par le Bloc québécois a eu lieu ce mercredi aux communes. La motion qui portait sur la bonification de la pension de la sécurité de vieillesse a été adoptée par une mince majorité, mais le gouvernement a déjà fait savoir qu'il allait la rejeter. Le projet de loi va donc mourir au feuilleton, vraisemblablement. Les bloquistes avaient été clairs sur cette motion. Il s'agissait d'un ultimatum et ils étaient prêts à faire tomber le gouvernement s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a répondu aux questions des journalistes cet après-midi. S'ils ne nous donnent pas ce que nous demandons, les discussions avec les oppositions, dans la perspective de renverser le gouvernement, vont probablement s'entreprendre de façon plus rapide et constructive. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour tenter d'en savoir un peu plus, je m'entretiens avec Christine Normandin du Bloc québécois. Madame Normandin, bonjour. Bonsoir, Madame Lafrance. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. D'abord, comment le Bloc va-t-il réagir alors qu'il a donné quand même jusqu'au 29 octobre, ce qui s'en vient, pour aller de l'avant avec ce projet de loi? En fait, on avait donné jusqu'au 29 octobre pour que les projets de loi soient mis en œuvre, ou plutôt si on se rendait compte que ça devenait impossible de mettre en œuvre nos demandes sur la pension de vieillesse et la gestion de l'offre. Donc, avec le vote d'aujourd'hui, est-ce que ça monte le niveau d'alerte électorale? Oui. Est-ce que ça rend encore complètement impossible l'adoption de nos projets de loi? Pas complètement. On est prêt à donner une petite chance supplémentaire aux coureurs, même si, comme le disait notre leader en Chambre, il ne court pas nécessairement vite, le gouvernement. Donc, dans la mesure où il y a encore possibilité qu'on puisse obtenir la recommandation royale sur C-319, procédure qui prend dans les à peu près 48 heures, dans un délai relativement raisonnable, on est prêt à encore donner une petite chance, mais on ne se cachera pas que ça augmente quand même un petit peu le niveau d'alerte électorale, pour dire le moins. Oui, ça diminue quand même vos chances aussi. Est-ce que vous allez quand même continuer avec votre ultimatum? Parce que c'est ce que c'était pour vous, c'était un ultimatum. Oui. Bien, dans les faits, ce que les libéraux nous ont dit aujourd'hui, puisqu'on leur a indirectement posé la question en débattant lors d'une journée d'opposition de la recommandation royale, ils nous ont pas dit « il est hors de question qu'on l'octroie ». Ils nous ont dit « ah, vous savez, pour des raisons procédurales, on ne peut pas le gouvernement ne peut pas se demander à lui-même d'octroyer la recommandation, donc on ne peut pas voter en faveur ». Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui non plus, ce qui a renvoyé un message différent. C'est pour ça qu'on se dit, bien, on peut encore, pour quelques jours à tout le moins, espérer que malgré tout, ils octroient la recommandation et qu'on puisse faire des gains, parce que ça reste l'objectif ultimement, qu'on fasse des gains pour les personnes âgées de 65 à 74 ans. La fenêtre s'est peut-être refermée un peu, mais elle n'est pas complètement fermée. Donc, on se donne encore une petite marge de manœuvre, mais pas de façon complètement inutilement patiente. Bon, bien, pas très grande, effectivement. Mais dites-moi, mais si vous n'obtenez pas, mettons dans le scénario, parce qu'on fait beaucoup de scénarios en ce moment, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, si vous continuez avec votre ultimatum, et si vous faites tomber le gouvernement, est-ce que vous avez vraiment l'intention de précipiter une élection alors que, on le voit dans plusieurs sondages, il y a bien des gens qui n'ont absolument pas envie d'aller en élection cet automne? Bien, ce qu'on a dit, nous, avec l'ultimatum, c'est qu'à partir du moment où ça devenait impossible, comme je le rappelais, qu'on fasse des gains sur nos demandes, on ne fera pas tomber le gouvernement, on ne peut pas faire ça seul, mais on va déclencher le processus de discussion avec les autres partis dans le but d'y arriver. Donc, c'est ça qu'on présentait à la population au moment où on a présenté l'ultimatum, et ça tient toujours. Donc, à partir du moment où on voit que la fenêtre est complètement fermée pour les opportunités de gain, parce qu'à ce moment-là, c'est le gouvernement lui-même qui aura été responsable de sa propre chute, d'une certaine façon, et on remettra entre les mains des électeurs la suite des choses. Donc, c'est comme ça qu'on s'enligne pour la suite. On laisse encore une petite marge de manœuvre. Elle s'est rétrécie aujourd'hui. Elle n'est pas complètement disparue, mais le temps commence à courir pas mal plus rapidement pour les libéraux présentement. Et les libéraux aussi, aujourd'hui, ont également dit que vos façons de faire étaient inappropriées, qu'ils ne veulent pas gouverner le couteau sur la gorge. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire avancer des dossiers, ça, Mme Normandin? Je pense qu'on n'a pas vraiment de leçons à recevoir des libéraux présentement sur les façons de faire en Chambre pour faire avancer des dossiers. Quand on a vu le ministre du Travail invectiver indirectement à la fois les parlementaires et les groupes qui représentent les aînés en les traitant à mot à peine
campagne couverte de complotistes à la solde des séparatistes. Donc, je pense pas qu'on a de leçons à recevoir. Et notre ultimatum a été clair et vise à faire des gains. C'est pas des menaces. On a joué à visière levée sur, par ailleurs, des projets de loi qui avaient déjà reçu l'assentiment de la Chambre des communes et donc indirectement de tous les partis. Donc, on n'est pas arrivé avec des mesures complètement irréalistes qui auraient, elles, pu être étiquetées de menaces. On a présenté nos demandes basées sur des projets de loi qui ont déjà passé à travers le processus de vote en Chambre, à tout le moins à la deuxième lecture, ou encore mieux dans le cas de C-282 au Sénat. Donc, je vois mal comment on pourrait qualifier de menace le fait de rappeler à la Chambre ce sur quoi elle a déjà voté. Il y a bien des gens quand même qui critiquent ce projet de loi en disant, écoutez, c'est pas nécessairement une bonne idée puisque ça fait reposer sur les jeunes le poids financier de l'augmentation de la prestation. Et les jeunes, ils sont de moins en moins nombreux. De deux choses une, je le répète, la Chambre a déjà voté en faveur du principe, mais sur le fond, quand on parle d'inéquité intergénérationnelle, je trouve ça un peu fort de café quand on considère, par exemple, le fait que ce qui met à mal la génération suivante, c'est les nombreux déficits qui, eux, sont gonflés, entre autres, par le fait qu'on envoie des milliards dans les poches des pétrolières qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont des profits records. Donc, on utilise de l'argent qui aurait pu servir aux jeunes, et qui sont des sommes beaucoup plus colossales que le 0,57 du budget que notre mesure nécessite. Donc, on envoie de l'argent dans les poches des pétrolières pour pourrir la planète et faire ultimement payer en double les générations à venir. Donc, si ça, on considère que c'est de l'équité intergénérationnelle, je ne vois pas comment on pourrait considérer que notre projet de loi, avec une mesure somme toute raisonnable dans le contexte qui va aider les aînés et plusieurs, à part de ça, 1 million au Québec, 4 millions au Canada, que c'est de l'équité, c'est un manque d'équité intergénérationnelle. On ne prend pas de l'argent dans les poches des plus jeunes pour ces mesures-là. Ce qu'on dit, c'est prenons-en dans la poche des pétrolières et mettons-en dans la poche des aînés. Merci beaucoup, Mme Normandin, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.